Ah, les adaptations de romans au cinéma. On va continuer dans la science-fiction dystopique avec la saga Divergente, mais avant tout, lançons le générique. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Zingueo Talk. Comme dit dans l'intro, on va parler de la saga Divergente. 3 films ont vu le jour et comme le 4e volet a été annulé, on peut se permettre de vous spoiler quitte à vous faire rager. Mais avant tout, présentation du contexte. Dans cette saga, nous sommes dans une société dystopique dans laquelle les individus sont divisés en 5 catégories. Ceux qui n'entrent dans aucune d'elles, les divergents, doivent être éliminés. C'est le cas de Béatrice, dite Triss, qui va se battre pour survivre et tenter de changer cet ordre des choses. Ah, mais dans cette société, le poudré sera tendu et lapidé sur la place publique, non? Ben, c'est le roi du en même temps, donc bon, ok. Quelles sont les 5 catégories? Je disais donc qu'il y a 5 catégories. Les érudits, vêtus de bleu, ce sont des chercheurs, des savants, et ils s'enferment dans leur bibliothèque pour jouer avec leurs tablettes tactiles et percer les mystères de l'univers. Les fraternels, drapés de rouge et jaune, ils travaillent la terre et nourrissent donc la cité. La voix off se sent obligée de préciser qu'ils sont toujours souriants et sympas. Parce que les gens de la terre, ils sont comme ça. Bah, on voit que la voix off n'a jamais dû assister à une manif d'agriculteurs, ou bien voir les scores du Rassemblement national à la campagne. Les sincères, dans le vêtement blanc, ils rendent la justice, puisqu'ils se passionnent pour la vérité, qu'ils balancent à autrui sans pincette. Donc si un sincère balance un truc du genre « Moi, j'aime pas les noirs !» du coup, il fera un excellent homme de justice. C'est bien, vive la justice. Ils travaillent aux côtés des altruistes. Dans leur tenue grise, ces derniers ont en charge, de par leur absence d'intérêt personnel, des questions relatives à la gestion de la cité, pour laquelle ils prennent les décisions. Ils distribuent la nourriture aux 100 clans, qui n'étant intégrés nulle part, fouillent les poubelles. Attends, donc les fraternels doivent d'abord filer la bouffe aux altruistes pour qu'ensuite ces derniers puissent passer pour des mecs à la cool? Et enfin, les audacieux. Vêtus de noir, ils sont à la fois la police et l'armée. Si problème il y avait, ils sont tout foufous et courent dans tous les sens, mais nous y reviendrons. Et pas de casse de techniciens, ni d'artisans, ni de cuisiniers, ni des artisans médecins, et j'en passe. Attends, donc si je résume, une grande guerre aurait ravagé la Terre et celle-ci serait en ruine. Les derniers humains s'étant regroupés et enfermés à Chicago avant de refonder la société pour que plus jamais de conflit n'éclate, en divisant le peuple en 5 castes. Parce que les castes, c'est connu, ça apporte la paix éternelle, tout ça. Et puis, à moins d'être un organisme unicellulaire, on est tous des divergents. Mais vas-y, continue, nous t'écoutons. Béatrice Prior, 16 ans, appartient à la caste des altruistes puisque ses parents le sont et on ne peut pas être enfant de parents appartenant à des castes différentes. Mais le jour de choisir sa faction, elle fait planter la machine du test tellement elle est quelqu'un de complexe et de profond. À savoir, là où les autres sont des moules, c'est au moins une huître. C'est donc une divergente, quelqu'un qui n'a pas sa place dans aucune des factions présentes. Donc l'audacieuse qui lui a fait passer le test l'a éliminée? Bah non, elle lui a demandé de rentrer à la maison. Donc, on explique à notre héroïne que rentrer dans aucune case, c'est être un divergent ou une divergente, donc un danger. Il faudra donc m'expliquer d'où sortent ces 100 castes qui fouillent les poubelles et attendent l'aumône des altruistes, que l'on a bien le bon goût de laisser de côté et de traiter comme de la merde, on précise. Parce que comme ça, nul doute qu'ils n'auront aucune envie de révolution. Je dis ça, je dis rien. Tu as vu les gens se rebeller après avoir été confinés, humiliés et émerdés par le poudré? Non? Alors ne te moque pas du vide intersidéral de ce film. Où en étais-je? Ah oui,
Triss cache son tel secret, rejoint les audacieux et rencontre un autre divergent planqué qui n'est autre que leur chef. 4, ou fort, en version originale. Un garçon tellement malin qu'il a pensé à se tatouer le fait qu'il était divergent en énorme dans le dos. Comme ça, à chaque fois qu'il va à la douche, il risque la lapidation par savonnette. 4, un autre secret, il a le vertige. Ce qui est décidément très pratique quand on est le chef de la faction qui patrouille au sommet de la muraille d'échafaudage entourant la ville. Mais un jour, Janine, alias Kate Winslet, la chef des érudits, décide que les altruistes qui sont chargés de diriger la cité sont bien trop mous du genou. Alors, elle fait greffer une puce aux audacieux, soi-disant pour les géolocaliser en cas de problème. Stop Coco! Oui, moi aussi ça me fait penser à Stop Covid et à beaucoup d'autres choses. Mais en fait, elle prend le contrôle de leur cerveau pour en faire une armée à leur service. Ah, comme l'appli Tous Anti-Coco. Je peux reprendre la narration? Oui? Bien. Triss et 4 sont bien évidemment résistants à la puce car ils n'ont pas de eux ils sont divergents. Voilà tous deux parviennent à stopper le coup d'état, péter l'ordinateur de contrôle de Janine, puis s'enfuient. Parce qu'ils viennent de gagner et de sauver la vie. Mais bon, autant jouer les fugitifs en fuyant de rien, comme ça on peut faire une suite. Ils partent donc se cacher chez ces gros hippies de fraternelle, jouent de la guitare, courent à poil dans les champs. Bref, c'est Woodstock. Dans le deuxième volet, Janine, qui se demande encore pourquoi les deux cons l'ont laissé en paix lorsqu'ils avaient gagné, a repris le contrôle de la ville et explique que le coup d'état, les morts, tout ça, c'était les divergents. Ah, comme les Russes qui sont responsables de tous les problèmes, n'est-ce pas? Bien que toute la ville l'ait vu parader fièrement au milieu de ses troupes hypnotisées et ordonner des exécutions. Mais ça ne prouve en rien son lien à ça, hein? Janine ordonne donc que l'on traque les divergents. Ces gros vilains pour leur distribuer des bastos dans la gueule. Poursuivis jusque chez les fraternels, Triss, 4 et quelques amis doivent fuir chez les sans-faction qui, après leur passage dans le trou noir du premier volet, viennent juste de réapparaître et sont passés du statut de clodo à celui de faction libre et surarmée. Bourré de nourriture et autres ressources est mené par Evelyn, la mère de 4. Ah, mais ils se rebellent en fait. Ils sont quand même moins cons que nous, nos concitoyens. En tout cas, Janine a mis la main sur une relique des anciens qui ont refondé Chicago et seule une divergente, 100% divergente, pourrait l'ouvrir. Soit bien évidemment Triss. Après avoir re-hypnotisé des gens et remis des bastos à tous les gentils, Janine obtient ce qu'elle veut. Triss, au prix de plusieurs épreuves mentales aussi complexes que faire du rien ou dire aux gens qu'elle les aime, ouvre la boîte magique et en sort un message fort ancien, qui aussitôt est diffusé dans tout Chicago. Je cite. Il y a 200 ans, on a fondé Chicago comme une expérience, avec faction et tout, dans le but de produire des divergents. Bon, on n'aurait peut-être pas dû dire qu'il fallait les tuer du coup, mais c'est un détail, non? Où j'étais déjà? Ah oui, sinon il n'y avait pas de film, l'humanité n'a pas disparu, elle vous attend de l'autre côté du mur de Chicago. Elle attend les divergents qui sont la solution à ses problèmes. Viendez les copains! Janine est donc bien embêtée, plus encore quand les sans-faction et les amis de Triss, venus libérer cette dernière, renversent son régime. Et qu'Evelyn colle une basto à Janine avant de garder le pouvoir pour elle. Pendant ce temps, dans les rues, les gens sont heureux de savoir que l'expérience est finie. Ils peuvent sortir. Alors, comme ça, depuis le début, ils pouvaient quitter la clôture. Et puis bon, ce n'est pas comme si la faction des fraternels qui cultivait les champs autour de la clôture depuis 200 ans n'était déjà pas un indice qu'on ne pouvait vivre dehors. C'est donc sur cette belle image de foule en liesse, s'apprêtant à quitter Chicago, que nous clôturons le deuxième volet.
Mais Evelyn a fermé le mur et personne ne doit sortir. Ce n'est pas comme si personne n'avait entendu le message des anciens. Les conjurés commencent alors à être jugés et exécutés. De leur côté, Triss et Kat font évader Caleb et partent en direction du mur. De l'autre côté se trouve un monde de désolation et contaminé. Oh, ça me rappelle les années 2020, quand en sortant de chez soi, on risquait la contamination, mais... Vas-y, continue. Bientôt, des aéronefs et des hommes armés apparaissent derrière un champ de force. Leur niveau technologique semble très avancé. Triss et les siens sont amenés dans une cité, le bureau du bien-être génétique. Accueillis par Matthew, ils sont, entre guillemets, décontaminés. Par la picouse? Et une vidéo les informe qu'au début du XXIe siècle, les progrès génétiques pour une vie meilleure ont fini par accentuer les conflits entre les populations, aboutissant à une guerre et à la destruction de la civilisation. Ils ont dû voir les interventions de Laurent Alexandre, je suppose. Des survivants fondèrent alors le bureau dans le but de purifier le génome humain. Waouh, ça a l'air génial. Les habitants de Chicago servant de test. Mais pendant ce temps-là, en ville, Evelyn est sur le pied de guerre. Peu après, Triss est présenté à David, le directeur, qui lui explique que certaines branches de la population sont génétiquement déficientes. Mais en les retirant de l'environnement toxique pour les placer dans Chicago, qui sert de test, leur génome commence à se réparer. Jusqu'à présent, seul Triss, parmi les divergents, s'est révélé avoir un code génétique pur. C'est pour ça qu'elle est habillée en blanc. Quelle subtilité. David souhaite dupliquer son génome, mais Triss est cependant inquiète quant au sort des habitants de Chicago. Un enregistrement de sa mère Nathalie, jadis enfant de la marge, et sauvée par le bureau, avant d'être volontaire pour intégrer la ville test, finit de convaincre la jeune femme de coopérer. En contrepartie, David convaincra le conseil pour rétablir l'ordre à Chicago. En ville, la tension monte entre les 100 factions d'Evelyn et les loyalistes de Johanna qui veulent rétablir les factions. I need cocaine. Quatre, voulant plus d'explications, accompagnent dans la marche son instructrice militaire, mais sur place, ils comprennent qu'ils ne sont pas là pour sauver des enfants, mais pour les enlever à leur famille afin d'effacer leur mémoire avec un sérum pour qu'ils soient rééduqués au sein du bureau. Non, on l'a pas vu venir. Quatre tente de prévenir Triss et veut retourner à Chicago où la guerre est déclarée. Mais David convainc la jeune femme que son travail prime avant tout. Elle part donc avec David voir le conseil, les 104 à qui on propose de retourner à Chicago en aéronef. Au même moment, David plaide sa cause devant le conseil, mais Triss apprend que c'est lui qui contrôle la ville de Chicago et non le conseil. Pour que la ville retrouve la paix, David veut rétablir les factions et Triss comprend qu'elle a été trahie. 4 part pour Chicago pour prévenir Evelyn, tandis que Matthew retourne au bureau pour informer Triss. Peu après, David conclut un marché avec Peter. En échange d'une promotion, il devra inciter Evelyn à réinitialiser les loyalistes grâce au sérum. Evelyn, bien conseillée par Karine Lacombe, teste alors le produit sur Marcus, tandis que 4, devenu prisonnier, ne peut convaincre sa mère d'arrêter cette guerre. Triss, qui a tout vu sur écran de contrôle grâce à Caleb, décide alors de rentrer à Chicago en volant le vaisseau de David. La bande parvient à poser le vaisseau en ville après une lamentable course-poursuite. Les loyalistes sont prêts à renverser Evelyn et Peter lui fait initialiser la séquence de lancement du sérum. 4 est délivré, tandis que Caleb cherche un moyen de stopper le sérum. Parvenu au labo, Triss apprend à Evelyn que le gaz n'agira pas seulement sur les loyalistes, mais sur toute la ville. 4 persuade alors sa mère de tout arrêter, mais Peter lui tire dessus et propage lui-même le sérum. Ah bah tiens. Mais le gaz se répand également dans le labo, et Peter est obligé de déverrouiller la pièce avant de fuir. Malgré les interventions à distance de David, Caleb indique à Triss le moyen d'arrêter l'opération, et celle-ci neutralise la diffusion du sérum en tirant sur la valve de contrôle. Triss va leur révéler la vérité aux habitants sur le monde extérieur et Caleb reprogramme le vaisseau de David qui va s'écraser sur le champ de force entourant la ville. Désormais, les habitants sont libres et ne sont plus des sujets d'expérience. Jusqu'au prochain discours et la prochaine propagande sur les plateaux télé avec les deux Ray, Megarban et Blachier.
Alors que le visage de David apparaît en hologramme derrière nos héros pour annoncer une suite, c'est la fin du film et de la saga. Et oui, pas de suite tellement on a sombré dans la nullité la plus moisie dans ce troisième volet. On a limite envie de se procurer le fameux gaz pour tout oublier. Mais pourquoi nous parler de cette saga alors ? Eh bien, à première vue, stupide quand elle a été adaptée au cinéma, on se rend compte aujourd'hui qu'avec la décadence de notre société, on pourrait bien en arriver là. Rien que le système des factions, elles permettent au pouvoir de contrôler la population en imposant une voie unique de pensée par faction. En focalisant la population sur un objectif unique, les débordements sont donc évités. Ouais, fais ta dose, mets ton masque et regarde tes PMP quoi. Et en réalité, il y a 6 factions. La 6e étant les sans factions, une bonne partie de la population vit en effet dans la misère, sans appartenance à une faction particulière. Ils ressemblent à des SDF et vivent au jour le jour. Les sans factions sont composées de personnes punies pour être sorties d'une faction ou le sont de naissance. Une fois à la marge de la société, il est impossible de revenir dans une faction. La saga met en avant le couple Tri et 4 qui choisissent la faction des audacieux, non pas en rapport à leurs capacités et aptitudes physiques, mais parce que leur caractère est d'aller vers l'avant, vers l'action, pour faire changer les choses. Ils sont incontrôlables par le gouvernement et représentent donc une menace pour la société. Un scénario nullissime et des acteurs peu convaincants pour un AV apocalyptique. Voilà comment résumer la saga. Rien de bien original dans l'histoire, mis à part que le service marketing visait les ados en pleine crise, et de nombreux rapprochements avec d'autres ouvrages de science-fiction ou d'utopie historique sont faciles à démontrer. Les plus flagrants sont les comparaisons possibles entre les Divergentes et Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. On note des similitudes. Le monde est divisé en castes infranchissables. Chacune des castes ne porte qu'une seule couleur de vêtements permettant de les reconnaître. Le choix de la caste est déterminé par la science. Un test dans Divergente, l'ADN dans Le meilleur des mondes. Si vous voulez vous taper des barres, regardez-le. Et si vous hésitez à en finir avec la vie et que vous êtes complètement neurasthénique, suicidaire, dépressif, regardez-le. Mais si aucune des options ne s'est avérée après visionnage de la saga, ne vous en prenez pas à nous. Allez, à plus!